Bonjour, bienvenue sur Ouf Radio, dans notre émission Déo et Débat. Aujourd'hui, l'émission aura pour thème les 3 P. Mais qu'est-ce que cela veut dire, les 3 P? Pain, pâté, pinard? Non, bien sûr. Psychiatrie, psychologie et psychanalyse, vaste sujet. Nos invités qui essaieront de répondre seront monsieur le docteur Chapreau, psychiatre et psychanalyste et médecin-chef du 6e secteur à l'hôpital d'Abbeville, madame Robillard, psychologue et psychanalyste au CMP de l'hôpital d'Abbeville, au 6e secteur, et madame Poulain, psychologue sur le CMP du 6e secteur d'Abbeville. Alors, pour commencer, on va commencer par Caroline, qui a une question à poser. Je vous passe le micro. Oui, bonjour mes docteurs. Quelle est l'origine étymologique de ces 3 médecines et qu'est-ce qui fait leur différence? L'origine étymologique. Oui. Alors, psychiatrie. Alors, psy, c'est l'esprit et l'âme. Et atrie, ça vient de iatros, c'est maladie. Donc, c'est les maladies de l'âme. Voilà. Psychologie, donc psy, c'est encore l'esprit et l'âme. Et logie, c'est le discours qu'on peut tenir dessus. Hein, c'est le logos. D'accord. Et psychanalyse, c'est encore psy pour l'esprit et l'âme. Et analyse, ça veut dire essayer Analyse, ça vient de défaire les choses, les démonter, les déconstruire pour essayer de les comprendre. Voilà. Et la psychanalyse donne un discours psychologique qui aide à soigner en psychiatrie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Donc, c'était une question sur l'étymologie. J'avais plutôt compris que c'était un peu l'histoire des trois branches. Mais il faut commencer par l'étymologie. Ça, c'est très, très important. Moi, je sais que logos, ça veut dire verbe, je crois. Après, on construit à partir de ça, hein, logos, logique, biologique, etc. Donc, tout vient du verbe. J'ai ma question. Alors, y a-t-il des différences de traitement selon les patients au niveau des techniques et des approches? Dans ces 3 domaines, c'est ça? Toujours par rapport à la première, et puis les 3 P. Ouais, 3 P. Oui, tout à fait. Il y a des différences. Au départ, il y a, comme le disait le docteur Chapreau, la mise en forme des 3 disciplines avec tout leur cheminement progressif, et ce qui a permis d'adapter et de faire des choix en disant tel aspect doit être développé pour quelqu'un qui est dans un moment de crise ou dans un moment après ou avant une crise. Hein, c'est cette question du choix pour être dans un accompagnement le plus efficace, soutenant et aider, par rapport à ce terme d'analyse, aider à mettre à jour ce qui est en jeu à ce moment-là, hein, au moment où ça se passe pour la personne, et tout à fait important. Une fois que c'est à jour, on peut faire des choix d'écoute, d'accompagnement. Et quelle est l'évolution des traitements aujourd'hui? Alors, quand vous parlez de traitement, est-ce que vous pensez en règle générale, ça peut être psychiatrique, psychologique, ou pédo, voilà, c'est global. Oui, On peut peut-être déjà faire la répartition un petit peu classique de dire que le psychiatre, c'est un médecin. Le psychologue et le psychanalyste n'en sont pas le psychologue n'en est pas un, le psychanalyste n'en est pas forcément un non plus. Et donc, de ce fait, il ne va pas y avoir le maniement des mêmes objets, des mêmes dispositifs. Donc, le psychiatre, il utilise
notamment la chimiothérapie pour donc les médicaments. Et de ça, donc c'est le spécialiste par rapport à tout ce qui est des problèmes psychiques. Donc je ne sais pas, est-ce que tu pourrais compléter ça Oui, aussi rebondir sur ce que disait Madame Robillard, c'est que un certain type de traitement doit s'adapter au patient. Hein. On adapte le traitement au patient et on choisit une méthode thérapeutique pour un patient et on l'adapte au patient, c'est-à-dire que ce n'est pas des protocoles. C'est pas, la psychanalyse n'a pas de protocole. Alors, il existe d'autres psychothérapies qui ont des protocoles, comme les thérapies comportementales, où on apprend des comportements, ou la remédiation cognitive, on apprend à modifier sa façon de penser. Hein, ce sont des apprentissages, et là, il y a des protocoles, en l'occurrence. Alors... Pas plus tard que ce matin, on a eu une réunion à l'hôpital de jour, on a eu une réunion pour tous où on a évoqué justement la question des prax, où on a essayé d'expliquer un petit peu ce que c'était que le prax, où ça s'inscrit complètement dans ce que tu dis, quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Apprendre à, je sais pas, c'était à gérer un budget. Ouais. Moi, je suis parti maintenant en prax au mois de novembre. On va... prendre un cas particulier, Oui. Hein, puis on va essayer de trouver des moyens par la pensée pour essayer de réussir à trouver une solution. Et ce n'est pas incompatible avec la psychanalyse. Hein. Les deux approches ne s'opposent pas, elles se complètent plutôt. Hein. D'accord. Ça, c'est important. Okay. Alors, il y avait une question sur les... Ah oui. Oui, peut-être dans le prolongement de ce qui se dit, ajouter que ce qui est essentiel, c'est qui réunit peut-être ces trois disciplines, c'est la question de la parole, l'outil principal qui est utilisé à la fois par le psychiatre, le psychologue, le psychanalyste. Et vraiment, c'est la relation et l'accueil de la personne qui est en souffrance. Alors, pour ce qui concerne l'évolution des techniques, donc il y a ces techniques d'apprentissage qui sont nouvelles, enfin, qui ont une vingtaine ou une trentaine d'années. Après, en ce qui concerne les médicaments, de nouveaux médicaments ont été trouvés qui ont beaucoup moins d'effets secondaires que les anciens médicaments. Donc ça, c'est un progrès également, oui. Par rapport aux nouvelles molécules ou Oui, par rapport aux nouvelles molécules. Et il y a aussi, depuis les années 50, une façon de penser le soin qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Ça veut dire être tous ensemble, entre soignants et soignés, pour avancer. Hein, en faisant moins de différence entre les soignants et les soignés, c'est-à-dire en partageant plus. Parce qu'auparavant, il y avait les soignants d'un côté et les soignés de l'autre, et il y avait peu d'échanges. Hein, tandis que là, avec la psychothérapie institutionnelle, il y a l'idée d'échanger ensemble. Donc la radio, c'est un exemple de psychothérapie institutionnelle. Il y a une évolution dans les traitements. Il y a une évolution qui est dans les traitements psychiatriques, et qui sont moins douloureux, moins brutals, et plus dans l'idée de développer un discours, de l'intelligence, de la culture, de la littérature pour avancer dans sa guérison. Est-ce qu'on peut parler de guérison actuellement? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut en guérir et ne plus entendre dire que c'est à vie? Les soins à vie, traitement à vie. Alors ça, c'est une question très importante, Caroline. Moi, je pense qu'on ne peut pas guérir. Parce que guérir, ça veut dire revenir à l'état antérieur. Hein, c'est le restitutio ad integrum. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une grippe,
on attrape la grippe, et puis après la grippe, on redevient comme avant. Alors que l'expérience de la souffrance psychiatrique, ça fait évoluer différemment dans la vie. Donc, on ne redevient pas comme avant. Par contre, on devient une personne qui a changé de par sa maladie et qui est donc différente de par avant. C'est un combat parce que tu joues avec les expériences que tu as eues par ton vécu. C'est-à-dire tel mal correspond à telle situation, tel mot correspond à telle situation, etc. Et plus tu vas t'adapter à ça, plus tu as des chances de pouvoir mieux l'assumer, mieux l'encaisser. Bon, après, c'est sûr que ça peut revenir, mais au moins, tes souffrances seront moins fortes. Voilà. Alors, peut-être pour rebondir sur ce que disait M. Chapreau et ce que vous disiez aussi, c'est que, et cette question de Caroline, c'est se soigner, c'est déjà guérir. Voilà, venir rencontrer un psychologue, un psychiatre, c'est déjà guérir, être sur la voie de la guérison. C'est une manière d'aborder la question. Et je pense que Corinne et Pierre seront d'accord. La branche de la psychologie s'est développée à partir de la discipline de la philosophie. Et je trouve que la réponse de Corinne Poulain est de cet ordre-là. C'est comment conçoit-on la vie humaine ? Si on la conçoit dans le sens de passer d'étape en étape, se transformer, donc il y a quelque chose qui vaut vraiment le coup, tu dis, de faire la démarche, de venir parler à un autre, de venir même dans un service tel qu'on essaye de le mener, où on peut parler à de nombreux autres, et être dans ce mouvement de se transformer et de s'apaiser, évidemment, sur des points de souffrance. Hein. Mais c'est une question, oui, vraiment très, très centrale hein, que vous posez autour de la guérison. Et finalement, qu'est-ce que c'est que d'avancer en vivant hein, finalement, la patte vivante. Et est-ce qu'on a une prise en charge à vie psychiatrique ou psychologique ? Si, admettons, si on arrive un jour en psychiatrie, qu'on nous diagnostique une maladie, qu'on nous explique le problème, qu'on adapte un traitement, tout ça et tout, est-ce qu'on aura toujours à vie une prise en charge à l'hôpital psychiatrique, dans un service de psychiatrie ? Si c'est nécessaire, oui. Mais de mon point de vue, et l'idée que je défends, c'est que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de Caroline, c'est que on peut changer dans la vie et qu'on peut aussi changer de diagnostic et qu'on peut aussi ne plus avoir de diagnostic au bout d'un moment, c'est-à-dire sortir du champ médical. Hein. C'est ce qu'on appelle la psychopathologie progressive. Hein. C'est qu'on n'est pas coincé dans un diagnostic. Hein, il y a une part de liberté dans l'homme qui lui permet de s'extraire de sa condition. Et ça, c'est très important. Merci. On pourrait même aussi ajouter que les psychanalystes se sont beaucoup disputés autour de ces idées-là et que celui qui a fondé la psychanalyse a écrit un article assez célèbre sur analyse terminée, analyse finie, analyse infinie, en soulevant cette question de savoir si à un moment donné ça s'arrête, cette affaire-là. Et certains ont répondu qu'il y avait effectivement une sortie possible, et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est toujours à remettre sur le métier. Comment on peut enfermer quelqu'un pour se soigner ? Alors, comment on peut enfermer quelqu'un pour le soigner ?
Tout d'abord, il faut qu'il y ait une bonne raison. La bonne raison, c'est que la personne risque de se mettre en danger elle-même, c'est surtout ça, ou risque de mettre en danger les autres, ce qui peut arriver. Si on est attaché. Oui, par exemple, quelqu'un qui veut se faire du mal, pour l'empêcher de se faire du mal, c'est vrai que c'est un peu barbare et que l'idéal, ce serait qu'il y ait par exemple 2 ou 3 infirmières qui restent en permanence avec la personne qui veut se faire du mal, mais il n'y a pas assez d'infirmières pour ça. Hein, donc il peut arriver qu'on utilise ce qu'on appelle les contentions. Voilà. Parce que dans un service, il y a 3 infirmières à la fois, pas plus. Donc voilà, on ne peut pas faire qu'il n'y ait plus du tout d'infirmières dans le service pour s'occuper d'une personne qui risque de se faire du mal. C'est un manque de moyens humains. Hein, mais sinon, c'est... Comment ? Hospitalisé longtemps. Hospitalisé longtemps ? Oui. Tant que nécessaire, le moins longtemps possible. Oui. Hein, mais pour cela, il faut qu'il y ait une demande, par exemple, d'un membre de la famille ou du préfet. Et il faut qu'il y ait un certificat médical ou 2 qui attestent que c'est nécessaire de maintenir quelqu'un contre son gré pour le soigner. Et c'est là où il y a, par exemple, quelqu'un qui peut mettre en danger les autres. Il y a 2 voies possibles. Il y a la voie de la police et il y a la voie de la psychiatrie. Quand il s'agit d'une maladie, c'est la voie de la psychiatrie. Quand il s'agit de quelqu'un qui est délinquant, c'est la voie de la police. Voilà. Oui, parce que ça fait partie des questions qu'on a préparées avant l'émission et qui étaient vraiment intrigantes, hein, où on a rappelé justement la spécificité de la psychiatrie sur toutes les autres disciplines médicales, de pouvoir enfermer quelqu'un parce qu'il est malade. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, quoi. Mais c'est enfermer quelqu'un parce que la personne est malade, mais pour soigner la personne. Hein, ça, c'est important. Avec des cachets, puis la parole, comme disait Madame Poulain. À quel moment un psychiatre peut prendre la décision d'enfermer quelqu'un ? À partir du moment où, c'est ce qu'on écrit sur les certificats, la personne nécessite des soins et une surveillance constante, sans possibilité d'y consentir de manière libre, éclairée et durable. C'est quelqu'un qui est trop envahi par sa souffrance pour pouvoir demander d'être soigné, et pourtant, c'est quelqu'un qu'il faut soigner. C'est à partir de là où le psychiatre peut faire le certificat. Mais en général, c'est la famille d'abord qui demande qu'on soigne tel membre et qui vient aux urgences avec la personne souffrante. Et un psychiatre est appelé pour savoir s'il y a motif ou pas à internement. C'est comme ça que ça se fait. Merci. Bien, maintenant un petit moment musical avec Quentin qui va nous faire une improvisation sur le beatbox. On te passe le micro.
Maintenant, c'est Myriam qui a une question à poser. Oui, qu'en est-il des autres traitements utilisés comme la sismothérapie ? Alors, la sismothérapie, qu'on appelait avant les électrochocs, il y a peu d'indications. C'est-à-dire que on utilise cette méthode déjà quand les médicaments ne marchent pas. Et dans certaines pathologies qu'il faut soulager rapidement, par exemple des gens qui arrêtent de manger, qui font une dépression très profonde, qui arrêtent de manger, qui risquent de mourir. Donc dans ce cas-là, on utilise cette méthode, mais aussi il faut savoir que la sismothérapie peut guérir certaines maladies en 1 semaine, là où les médicaments, ça peut prendre pour la même maladie 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça raccourcit beaucoup le temps de souffrance de la personne. Donc c'est pour cela qu'on l'utilise rapidement dans ces cas-là. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la sismothérapie, ce n'est plus comme dans les années 50-60 ou même 70. Maintenant, ça se fait sous anesthésie générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur. Hein, alors qu'avant, ça se faisait, on va dire, à vif. Et là, c'était un petit peu douloureux. Et il y a des médicaments qui empêchent que la personne ait des mouvements de convulsion, ce qui permet d'éviter les blessures. Parce qu'auparavant, les gens qui avaient des électrochocs se faisaient des blessures en bougeant. Même si elles étaient maintenues, il y avait quand même des risques. Hein. Donc tous ces risques-là, maintenant, sont éliminés. Et enfin, les électrochocs ont moins d'effets secondaires que les médicaments. Ça, il faut le savoir aussi. On peut même en faire aux femmes enceintes. Ouais. D'accord, merci. Et comment se passe une expertise psychiatrique ? Alors, une expertise psychiatrique, c'est... je crois que je suis le... Vous faites des expertises psychologiques ? T'en as eu fait. D'accord. Alors, l'expertise psychiatrique, c'est à la demande du procureur ou du juge. Et ça se fait soit pendant la garde à vue de quelqu'un qui présente des signes bizarres, soit après la garde à vue de quelqu'un. Et le but de l'expertise, c'est de définir si la personne présente une pathologie mentale, si cette pathologie mentale est responsable ou non des actes commis, et si la personne était responsable ou non des actes qu'elle a commis, et enfin, est-ce qu'il faut prévoir des soins, et quelquefois des soins obligatoires. Voilà. Et l'expertise doit être faite par un expert qui est inscrit sur la liste des experts du tribunal le plus proche. D'accord, merci. Si les parents, ils donnent droit à un mineur s'occuper de ses biens et de ses revenus, est-ce qu'ils peuvent se tromper, les parents ? C'est ça que je voulais savoir. Vous avez un exemple plus particulier ou, à l'esprit ? Parce que là, donc, il y a les parents et peut-être, alors on se dit, que vont dire les professionnels qui les accompagnent, hein, parce que la première chose, c'est d'aller voir des professionnels et puis de réfléchir. Hein, qu'est-ce qui se passe, comment on peut aménager la situation. Alors ça, c'est une vraie question. Les parents, ils font le mieux qu'ils peuvent. Mais ils peuvent aussi se tromper. Maintenant, ce sont les questions publiques. À vous les questions. Je rappelle que c'était la mine décalée de Nadine. Donc, en décalage avec son Nadine.
Il y a une question du public. Comment faites-vous pour savoir quel traitement pour une personne? Alors souvent, on est un peu moqué pour ça, mais on se réunit en équipe et on réfléchit et chacun apporte ses idées pour savoir ce qui pourrait être le mieux pour la personne concernée. C'est pas une seule personne qui décide, hein. C'est vraiment en équipe. Et après, c'est en connaissant la personne aussi, hein, qu'on peut définir ce qui pourrait le mieux l'aider. Et ensuite, on propose à la personne ce type de soins. Avec la famille aussi, hein. On fait intervenir la famille, parce que la personne, elle n'est pas toute seule non plus. Est-ce qu'il y a encore une D'autres question au questions public? Combien faut d'années d'études pour devenir psychiatre ou psychologue Alors, psychologue, je vais vous laisser Donc actuellement, tu me diras s'il y a eu des variations antérieures. C'est 5 années d'études, puisqu'il faut avoir le master 2 de psychologie, master professionnalisant. Hein, il y a des filières différentes, plus dans la recherche ou plus préparant à l'exercice professionnel. Voilà. Et ensuite, il y a à compléter. On pourrait dire que ce sont des métiers où la formation ne s'arrête jamais. Je trouve que c'est ça qui est si intéressant, comme dans d'autres métiers aussi. Hein, mais voilà, ça c'est vraiment une part. Et le fait de se réunir, le fait de consacrer du temps à des moments de lecture partagée, d'échanges tels qu'ils se déroulent, hein, dans le cadre de web radio un certain nombre de fois, voilà une façon de continuer à réfléchir, de syndiquer des textes les uns aux autres. Alors pour les psychiatres, c'est 10 ans après le bac. Et je suis complètement d'accord avec l'idée qu'on n'a jamais fini ses études. Voilà, qu'on étudie toujours, on apprend toujours, on découvre toujours. Notamment de par les rencontres que l'on fait dans son travail. Les rencontres aussi avec les patients. C'est-à-dire qu'un psychologue ou un psychiatre apprend aussi de ses patients. Finalement, on pourrait dire que c'est un petit peu comme la maladie, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à guérir et puis ça continue tout le temps. Avec la voie de la guérison, pour compléter, c'est le travail, voilà. Et que la voie de la guérison, c'est continuer à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une question? Passez le micro que tu as dans les mains, Myriam. Oui. Bon, bah, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah, Jérôme. Est-ce que dans la psychiatrie, ça existe encore, je ne sais plus comment ça s'appelle, couper les nerfs du cerveau chez une personne... La lobotomie. Oui, alors non, ça n'existe plus. Ça se fait extrêmement rarement dans certains cas d'épilepsie rebelle, où les gens ont des crises d'épilepsie qui les rendent extrêmement dangereux. Hein, et ce sont en général des personnes qui ont un très grand retard mental, qui ne savent pas parler, etc. Et dans ce cas-là, des fois, mais ça doit arriver moins d'une fois par an, dans tout le pays. Et c'est de la neurologie, hein, c'est plus de la psychiatrie. En psychiatrie, on ne fait plus ça.
Voilà. Par contre, ce qui commence à se développer en psychiatrie, c'est des recherches encore, c'est des électrodes de stimulation de certaines parties du cerveau. C'est-à-dire qu'on implante dans le cerveau des petites électrodes qui font supprimer des symptômes. Et les symptômes disparaissent. Mais c'est encore tout à fait à l'étude, hein. Votre question fait penser qu'il y a des comités d'éthique dans chaque hôpital, des comités d'éthique nationaux, pour débattre et réfléchir sur les voies dans lesquelles on va rechercher et les moments où on va mettre en œuvre en se disant, bon, ben voilà, là on est à peu près sûr de ça et on va le mettre en œuvre. Ça fait tout à fait écho à l'importance, à nouveau, de se réunir et de penser, réfléchir ensemble. Il y a d'abord eu la psychanalyse, après la psychiatrie, et la psychologie, c'est dans quel ordre? Alors, en ce qui concerne la psychiatrie, au départ, on ne considérait pas que c'était très ambigu, le fait de définir la maladie mentale au Moyen-Âge. Et on enfermait les personnes dans les anciennes léproseries. Et on pensait qu'il y avait des causes religieuses et médicales. Il y avait deux traditions qui se mélangeaient. Et par exemple, il y avait les médecins qui faisaient des trépanations, c'est-à-dire faire un trou dans la tête, mais en forme de croix. C'est-à-dire qu'ils mélangeaient la médecine, la religion, tout cela n'était pas bien clair. Ensuite, il y a eu la médecine aliéniste, avec notamment Philippe Pinel. Philippe Pinel, c'était le premier qui a parlé du traitement moral, c'est-à-dire, c'est le premier qui a dit ça n'existe pas la folie totale, il y a toujours quelque chose de sain dans une personne qui souffre d'une pathologie mentale, comme si on pouvait quand même s'adresser, et c'est ce que maintenant tout le monde sait, à la personne et discuter avec elle, entrer en relation avec elle. Et la psychiatrie, elle est apparue au XIXe siècle en Allemagne. Puis c'est venu en France avec les chaires de psychiatrie universitaire, et c'était rattaché à la neurologie au départ. Puis, dans les années 70, ça s'est séparé de la neurologie, et il y a eu la psychiatrie d'un côté et la neurologie de l'autre. C'est ce qui est remis en cause. La psychologie, c'est très ancien, ça vient de l'Antiquité et de la philosophie, notamment les Grecs. Quant à la psychanalyse, elle naît avec Freud. On peut dire que la psychanalyse, ça démarre à peu près en 1900, environ. Les textes vraiment psychanalytiques de Freud, il en avait écrit d'autres avant, mais qui n'étaient pas vraiment, qui n'entraient pas dans les critères de ce qu'on appelle la psychanalyse maintenant. D'accord, merci. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, ce fut une émission très riche. Je tiens à remercier donc tous les intervenants, Madame Robillard, Monsieur Chapreau, Madame Poulain d'être venus, ainsi que Quentin pour sa superbe démonstration, et puis tous les gens qui sont venus assister à l'émission. La prochaine émission aura lieu probablement au mois de décembre sur le thème des urgences. Voilà, on espère qu'ils pourront venir là. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir sur notre site, notre chaîne. Je passe à Alexandre qui connaît mieux que moi le site. Donc on vous invite à venir sur la page YouTube Ouf Radio, à écouter notamment cette émission-là, mais aussi les émissions précédentes et les émissions à venir. Bon, le fait est que si vous entendez cette émission, c'est que vous êtes certainement sur YouTube déjà. Voilà. Maintenant, pour les gens qui sont présents ici, n'hésitez pas à venir. Et on peut s'abonner, oui. Bon, eh bien, maintenant, au revoir et à la prochaine.